Hello! Alors maintenant qu'on en a fini avec la partie un peu pénible d'interface et de viewport, on va enfin pouvoir manipuler nos objets. Alors avant de pouvoir les manipuler, on va déjà regarder comment on va pouvoir les sélectionner. Vous allez voir que les outils de sélection dans Blender sont assez complets, donc on a beaucoup de choses possibles quand on doit faire des sélections. Sachez quand même que ce que je vais vous montrer ici au niveau des sélections, ça fonctionne à la fois en mode objet, donc le mode dans lequel je suis pour l'instant et qui va me permettre de manipuler les objets dans leur entièreté, mais ça fonctionnera aussi au niveau du mode edit, quand on fera de la modélisation et qu'on devra par exemple sélectionner des points d'un objet, ça fonctionnera également. Donc on aura la possibilité d'utiliser ces outils de sélection aussi en mode edit. Donc là pour l'instant on va rester en mode objet et on va regarder comment sélectionner nos objets. Donc par défaut, dans notre scène on a trois objets. Normalement quand vous allez lancer Blender vous aurez trois objets dans la scène de départ qui ont été créés pour vous. Vous avez un cube, une caméra et une lampe. Donc ça ce sont les trois objets de base. Alors on va s'en servir ici justement pour voir un peu au niveau des sélections comment ça fonctionne. Donc par défaut, vous devriez être en mode Select Box. Alors c'est ce bouton que vous avez ici dans la toolbar. Et les outils de sélection les différents outils de sélection vont pouvoir être activés en restant appuyé sur ce bouton-là et en venant sélectionner dans la liste ici les différents types de sélection possibles. Donc ici, moi je suis par défaut en Select Box, mais je vais déjà vous montrer le mode Tweak. Donc le mode Tweak va vous permettre de sélectionner en cliquant sur un objet. Donc si vous cliquez sur un objet, vous allez le sélectionner. La spécificité du mode tweak, c'est que si vous cliquez sur un objet et que vous déplacez votre souris, l'objet va se mettre à se déplacer. Donc ici, je vais pouvoir déplacer mon objet en restant appuyé dessus. Alors vous verrez que c'est pas quelque chose qu'on utilisera très souvent, à part quand on sera en mode edit et qu'on devra éditer beaucoup de points à la suite. Donc ça sera assez pratique, mais au niveau des déplacements d'objets, c'est pas forcément le mode de déplacement qu'on utilisera par défaut. Donc au niveau des sélections, donc on a la possibilité de juste cliquer sur l'objet pour le sélectionner. Si jamais on a envie de faire des sélections multiples, donc d'ajouter des objets à la sélection, il nous suffit de faire Shift et de cliquer sur les autres objets. Et vous voyez qu'ici je continue de faire Shift et de cliquer sur un objet, et ce qui se passe c'est que j'ai un objet, le dernier objet sur lequel j'ai cliqué, qui a une couleur différente, qui est plus lumineuse. C'est tout simplement l'objet actif. Donc l'objet actif, c'est le dernier objet que vous allez sélectionner, qui sera déterminé comme actif. Vous pouvez le changer en refaisant Shift et en cliquant sur un autre objet déjà sélectionné, ou sur un objet qui n'est pas sélectionné. Donc ici, vous voyez, je commence par le cube. Si je fais Shift-clic sur la caméra, c'est la caméra qui est l'objet actif. Si jamais je voulais le cube, voilà, je devrais refaire Shift-clic dessus. Donc ça, c'est pour ajouter des objets. Maintenant, on a la possibilité d'enlever un objet à la sélection. S'il est actif et que je refais Shift-clic dessus, à ce moment-là, je désélectionne cet objet-là. Et là, vous voyez que je n'ai plus d'objet actif. Il faudrait que je resélectionne soit un autre objet, soit que je refasse Shift-clic sur un objet sélectionné pour le rendre actif. Si maintenant vous avez sélectionné les objets et que vous voulez tout désélectionner, vous avez la possibilité de soit cliquer dans le vide, comme on s'y attendait. Voilà. Donc, si je clique dans la scène là où il n'y a rien, ça va désélectionner. L'autre solution, c'est d'utiliser un raccourci qui est Alt-A. Alt-A va entièrement désélectionner tous les objets sélectionnés. Ce raccourci Alt-A a son inverse, c'est-à-dire qu'on a un raccourci qui va nous permettre de tout sélectionner, toute la scène, en faisant A. Donc si vous appuyez sur la touche A, vous allez sélectionner la totalité des objets de votre scène qui sont visibles. Ceux qui seront cachés ne seront pas sélectionnés. Donc voilà, vous avez la possibilité comme ça, en faisant A, Alt-A, de sélectionner et de désélectionner vos objets. Donc au niveau du tweak, voilà, c'est à peu près tout. Je vais d'abord vous montrer, alors on aura des raccourcis qui seront accessibles ici, mais je vais vous montrer les autres modes de sélection avant. Donc on a ensuite le mode Select Box, donc on peut toujours sélectionner les objets en cliquant dessus et en faisant Shift-clic. Donc ça change pas. La différence, c'est que maintenant, si je clique à un endroit et que je reste appuyé en dehors des objets, je vais pouvoir créer un rectangle de sélection. Donc là, vous voyez, je peux sélectionner mes trois objets directement, ou deux. Enfin voilà. Donc ici, vous avez la possibilité de sélectionner vos objets comme ça. Donc ici, vous voyez que mon rectangle de sélection a juste à toucher légèrement l'objet pour qu'il soit sélectionné.
Donc j'ai pas besoin d'avoir l'intégralité de l'objet dans la sélection pour qu'il soit sélectionné. Si ici je fais ça et que je prends juste un petit bout des deux objets, vous voyez qu'ils sont sélectionnés. Si maintenant je veux désélectionner en faisant un rectangle, j'ai juste à utiliser CTRL au moment où je fais mon rectangle de sélection. Donc là par exemple j'ai 3 objets de sélectionnés. Si je fais CTRL et que je dessine un rectangle, il va désélectionner tous les objets qui étaient dedans. Donc voilà, c'est au final assez simple, je pense, à comprendre. Vous avez la possibilité de sélectionner des objets en faisant un rectangle et de faire Shift-Click pour en rajouter. Donc ça change pas du tout, c'est toujours le même fonctionnement. Voilà, donc ici, ça fonctionne assez bien, et c'est pour ça que c'est le mode par défaut, c'est celui peut-être que vous utiliserez le plus souvent. Ensuite, nous avons le Select Circle, donc comme son nom l'indique, pas du tout, il va pas nous faire un cercle de sélection. En fait, ici, le Select Circle va plutôt être un système pour peindre des sélections. Donc si vous cliquez, que vous restez appuyé et que vous déplacez, vous allez pouvoir peindre des sélections d'objets. Et contrairement au Box Select, vous voyez qu'ici, je peins autour de mon objet, et ça ne fait rien. Pourquoi? Parce que le Circle Select va attendre que vous passiez sur le point de pivot, on va dire, de votre objet, le centre de votre objet, qui pour le cube, par exemple, se trouve ici au centre de la scène, c'est ce petit point que vous avez là. Pour la caméra, c'est le point qui est ici, au bord de la caméra, et pour la lampe, alors vous voyez, il est visible là sur la lampe, dès que le centre de la lampe va être dans mon cercle de sélection, ça va le sélectionner. Donc voilà, c'est une petite spécificité, c'est que là, il suffit pas de passer sur l'objet avec le cercle, il faut vraiment passer là où est son point de pivot. Alors je dis bien son point de pivot et pas forcément son centre, parce que vous verrez que si à un moment vous avez un objet et que son point de pivot a été décalé à 3 bornes par là, c'est bien le point de pivot qu'il faudra venir chercher avec la sélection, sinon ça ne le prendra pas en compte. Donc voilà pour le Select Circle. Si je veux désélectionner, il suffit de faire CTRL, encore une fois, et de passer sur les objets. Ça c'est le même fonctionnement que pour le box. Et enfin, on a le Select Lasso qui, là par contre, comme son nom l'indique, va nous faire un lasso. Donc je vais pouvoir créer comme ça des sélections à la main. Alors pour les objets, bon, voilà, on l'utilise de temps en temps. C'est vraiment très pratique quand on veut sélectionner des points, parce que ça nous permet de vraiment isoler certains points en suivant les formes qu'on a envie, donc ça sera plus pratique avec le lasso. Mais voilà, bon, avec le box, on s'en sort aussi très bien. Alors maintenant qu'on a vu les différents modes, on a des raccourcis qui nous permettent de rapidement sélectionner un mode ou l'autre. Je pense que pour le Twix, il n'y en a pas, si je dis pas de bêtises. Par contre, on en a pour le lasso. Donc le lasso, si vous faites CTRL, clic droit, donc CTRL, clic droit, va vous faire un lasso de sélection, peu importe le mode qui est sélectionné ici. Si maintenant je fais CTRL SHIFT, clic droit, je vais créer un lasso qui va désélectionner. Alors je sais que c'est un peu bizarre, parce que du coup, voilà, on est dans un mode un peu différent. Donc ici, le lasso par défaut, si je faisais SHIFT, vous voyez que ça ne faisait rien normalement. Ça ajoute des éléments. Là en fait, si vous utilisez juste le raccourci ici, si vous faites CTRL, ça va ajouter des éléments. Si vous faites CTRL-SHIFT, ça va supprimer des éléments de la sélection. Bon, c'est une question d'habitude, voilà, une fois que vous aurez pris le pli, normalement ça vient assez vite, mais c'est des raccourcis qui sont au début un petit peu étranges à utiliser parce qu'ils changent en fonction du mode dans lequel vous êtes. On a ensuite la possibilité d'avoir le Circle Select aussi, avec un raccourci. Alors ce raccourci c'est C. Si vous faites C, vous voyez qu'ici il m'a changé mon mode de sélection, mais je suis toujours, comme vous pouvez le voir là, je suis toujours en Box Select. Alors pourquoi? Parce que ce mode-là, le mode de peinture ici qui m'a activé, est temporaire. Dès que je vais faire clic droit, je repasse, il m'enlève le mode de sélection par cercle, et je reviens en mode de sélection box. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, on va rester en box, et on utilisera plutôt les sélections en utilisant des raccourcis quand on a besoin, par exemple, de peindre, ou quand on a besoin de faire un lasso, voilà, on fera CTRL, clic droit. Alors on a un dernier raccourci qui cette fois-ci est pour le mode Select Box, donc si vous êtes en mode Select Box, forcément vous n'aurez pas besoin de le faire, mais si par exemple vous étiez en mode lasso, par défaut,
et que, donc, pour l'instant ici je peux faire des lassos, et que vous avez besoin à un moment d'avoir une box, bah, il vous suffit de faire B, et il va vous mettre en mode de sélection box, temporairement, juste le temps de faire la boîte. Donc vous voyez qu'en faisant B, il m'affiche ici deux lignes hein, pour vous montrer que vous êtes en mode de sélection box, et ça vous permettra comme ça de temporairement activer le select box. Voilà, donc ça, on y reviendra de toute façon s'il y a des choses un petit peu particulières, j'essayerai de redonner les raccourcis au fur et à mesure quand je les utilise. Mais au niveau des sélections, je pense qu'ici on a fait un peu le tour. Alors maintenant qu'on a vu comment sélectionner nos objets, on va voir comment les déplacer, les tourner, etc. Donc comment les manipuler réellement. Donc on a plusieurs modes qui vont nous permettre de manipuler nos objets. Alors je vais d'abord vous montrer les plus classiques, ceux que vous allez pouvoir retrouver dans d'autres logiciels de 3D, ceux qu'on a dans presque tous les logiciels. Donc dans la barre d'outils que vous avez ici sur la gauche, donc pour l'instant on a vu les sélections. Pour l'instant je vais passer au-dessus du curseur. Ça c'est pour manipuler le curseur 3D, donc on verra ça un petit peu après. On a ici les trois outils principaux de manipulation, donc le Move pour se déplacer, le Rotate pour tourner notre objet, et le Scale pour faire des mises à l'échelle, pour on va dire changer les dimensions de notre objet. Les redimensionner, et ici le dernier, Transform, qui est aussi un manipulateur de déplacement, qui va accumuler un peu tout. Alors vous allez comprendre ça à la fin, voilà, on verra à la fin. Donc pour l'instant, je vais me mettre en mode Move, et vous remarquez que j'ai un nouvel overlay qui est apparu ici au centre de mon cube, qui est ce qu'on appelle un gizmo. Donc c'est le gizmo de déplacement qui vient d'apparaître. Alors le gizmo, il est constitué de plusieurs choses. Donc on a un cercle blanc, les flèches qui correspondent aux axes, et des petits carrés. Alors chacun de ces éléments va permettre de déplacer l'objet d'une manière différente. Donc on va commencer par les flèches, ce sont les plus simples à expliquer. Donc les flèches vont tout simplement déplacer l'objet. Donc si je clique et que je reste appuyé dessus, ils vont déplacer l'objet le long d'un axe. Donc, en fonction de la flèche sur laquelle vous allez appuyer, il va utiliser un axe particulier. Donc ici on a X. Je vais vous donner en même temps le nom des axes, comme ça vous les connaîtrez. Donc l'axe rouge, c'est l'axe X, l'axe vert, c'est l'axe Y, et le bleu, c'est l'axe Z. Si vous ne vous souvenez plus des axes et de à quoi ça correspond, vous pouvez les retrouver ici. Donc vous voyez ici, j'ai bien ici le X pour rouge, le vert Y, et le bleu pour Z. Donc ça, c'est le mode de manipulation, je dirais, le plus simple au départ, c'est vous pouvez tout simplement utiliser les flèches pour venir déplacer votre objet, tourner votre caméra, et, voilà, et déplacer vos objets comme ça. Ensuite, on a les petits carrés. Alors les petits carrés vont en fait vous permettre de déplacer votre objet dans deux axes en même temps. Alors, au niveau de la couleur, retenez ce système-là, c'est que la couleur du carré correspond à l'axe qui ne va pas être déplacé. Donc ici, si je prends le petit carré bleu, ça veut dire qu'il va le bouger dans tous les axes, sauf l'axe Z. Si je clique ici sur le carré, il va déplacer en X et Y. D'ailleurs, vous le voyez, il fait apparaître les deux axes dans lesquels il se déplace. Donc ça vous permet de déplacer votre objet ici dans deux axes. Si je le fais avec le rouge, il va le déplacer en Y et Z, et etc., etc. Donc pour l'axe vert, en Z et X. Donc ça, c'est pour vous déplacer dans deux axes en même temps. Et enfin, on a le rond blanc qui va vous permettre de déplacer votre objet dans l'axe de la vue. Alors ce que je vais faire pour que vous compreniez bien ça, c'est que je vais ouvrir un deuxième viewport. Donc imaginons je me mets comme ceci, dans cette vue-là, et donc regardez ici ce qui se passe. Donc si je clique sur le rond blanc et que je me déplace, vous voyez que mon cube, dans la fenêtre d'à côté, il va être contraint à une sorte de plan imaginaire, un peu penché, mais il va suivre ce plan ici. Donc ça va vraiment être par rapport à la vue que vous allez avoir dans le viewport 3D. Alors là, j'ai fait des déplacements voilà, avec les flèches. Vous vous rendez compte que ça peut être assez contraignant si je veux déplacer à chaque fois mes objets comme ça. Ici, je vais refermer cette fenêtre-là. Et ce rond blanc, donc qui déplace dans la vue, peut être aussi utilisé dans les vues orthographiques. Alors si par exemple je me mets en vue de dessus,
vous voyez forcément que j'ai un des axes ici qui a disparu. Pourquoi? Parce qu'il est aligné pile avec la vue, on ne le voit pas. Donc cet axe du gizmo a disparu. Mais si j'utilise le rond blanc, étant donné que je suis dans une vue orthographique vue de dessus, bah, mon cube va se déplacer que en X et en Y. Il n'aura pas de déplacement en Z. Idem, si je me mets en vue de face, je sais que je ne vais pas déplacer mon objet dans l'axe Y. Donc ça, c'est des petites astuces. Si à un moment, vous avez par exemple, je vais prendre un exemple précis, imaginons j'ai mis un cube, je l'ai bien placé pour qu'il soit sur l'équivalent du sol, voilà, j'ai fait un sol et j'ai mis mon cube sur le sol, et que j'ai envie de le déplacer, mais je veux pas qu'il quitte le sol, bah, je peux tout simplement me mettre en vue de dessus, et donc ici, en déplaçant mon objet, si je le mets là, il sera toujours posé sur la grille. Donc voilà, ça c'est un des fonctionnements du déplacement. Alors c'est bien, ça fonctionne, voilà, vous pouvez très bien utiliser ça et vous pouvez déplacer vos objets en utilisant les flèches, mais c'est pas forcément le plus pratique. Vous avez d'autres possibilités lorsque vous allez vouloir déplacer vos objets, et notamment en utilisant des raccourcis clavier. C'est-à-dire que vous pouvez ici rester en mode Select Box, donc vous n'avez plus besoin du tout d'avoir le gizmo de déplacement, et on va pouvoir quand même déplacer notre objet en utilisant des raccourcis clavier. Alors on a un raccourci clavier pour le déplacement, qui est le raccourci G. Donc la touche G, comme grab, et non pas comme move, voilà. Donc G comme grab va nous permettre de rentrer en mode de déplacement. Donc si je fais G et que je déplace, c'est exactement comme si je venais de cliquer sur le rond blanc de l'axe. La grosse différence, c'est que c'est un mode de déplacement, et donc moi ici, je ne suis plus en train de toucher quoi que ce soit, rien, l'objet en fait va suivre ma souris. Et là, il attend deux choses. Déjà que je déplace là où j'ai envie, et que je valide mon déplacement ou que je l'annule. Alors, c'est pas très compliqué, quand vous allez déplacer votre objet, vous allez faire clic gauche pour valider, et si vous êtes en mode déplacement et que bah, c'était une erreur, vous ne vouliez pas déplacer votre objet, il vous suffit de faire clic droit pour annuler. Alors il faut connaître, même si vous allez par la suite utiliser beaucoup les gizmos, il faut essayer de bien connaître ce fonctionnement-là, parce que vous verrez qu'il y a certains outils qui vont automatiquement vous mettre en mode déplacement, soit déplacement d'une face ou d'un objet, et donc bah, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc quand vous êtes en mode déplacement et que l'objet ou le morceau d'objet suit votre souris, vous savez que clic gauche, ça va vous permettre de valider le déplacement, et clic droit de l'annuler. Donc voilà, ça c'est pour la partie simple. Ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on est en mode déplacement, donc là je viens de faire G, je suis rentré en mode déplacement, je vais pouvoir contraindre le déplacement à un axe. Donc pour contraindre ce déplacement, je vais utiliser les raccourcis clavier des axes. Donc là par exemple j'ai fait G pour me déplacer, si je fais X, donc je ne reste pas appuyé sur X, hein, voilà, j'ai juste appuyé une fois sur X, vous voyez que maintenant mon objet va suivre l'axe X. Si j'appuie sur Y, ici mon objet suit l'axe Y, et Z, idem, il va suivre l'axe Z. Si maintenant j'ai envie de déplacer dans deux axes en même temps, ce qu'on faisait avec les petits carrés dans le gizmo, eh bien c'est le même fonctionnement, sauf que je vais appuyer sur Shift, et donc si je fais Shift Z, je lui indique que je veux déplacer dans tous les axes, sauf Z. Et donc je vais avoir un déplacement en XY. Si je fais Shift X, j'ai un déplacement en ZY, et si je fais Shift Y, je vais avoir un déplacement en XZ. Donc ça, comme ça, vous pouvez faire exactement la même chose qu'avec le gizmo, mais avec des raccourcis clavier, c'est le même fonctionnement. Bon, je vous cache pas que ces modes de déplacement-là, vous les ferez peut-être un peu moins souvent, mais en tout cas, voilà, c'est une possibilité. Et on a encore une autre possibilité pour contraindre un objet à un axe précis, c'est d'utiliser le bouton du milieu de la souris. Donc si, quand je suis en mode de déplacement, j'appuie sur le bouton du milieu et que cette fois-ci je reste appuyé sur le bouton du milieu, je vais pouvoir choisir un axe. Donc en fait, ici, en me déplaçant dans l'axe que je voudrais sélectionner, donc là par exemple, je me déplace ici en Y, vous voyez que il est venu me mettre une ligne verte. Si je lâche le bouton du milieu, là maintenant mon objet ne va plus bouger que en Y. Si c'était, je me suis trompé par exemple, et que c'était en X que je voulais me déplacer, je fais bouton du milieu, et cette fois-ci je vais essayer d'activer le déplacement dans l'axe X. Vous voyez que
en fonction ici de comment je vais bouger ma souris, il va sélectionner un des axes. Donc là, ici, X, je lâche le bouton du milieu, et maintenant, je ne peux me déplacer que en X. Et pareil pour Z, si je commence le déplacement vers le haut et que je lâche le bouton du milieu, je vais me déplacer qu'en Z. Alors, c'est sans doute le moyen le plus rapide de déplacer vos objets, parce que je peux vraiment, une fois que vous aurez l'habitude, vous pourrez vraiment venir déplacer vos objets comme vous le sentez. Il faut juste faire attention, c'est que de temps en temps, si vous êtes dans une vue vraiment bien précise, par exemple ici, ça risque d'être compliqué d'avoir certains axes, vous voyez, entre Z et Y, il n'y a quasiment pas de différence, donc voilà, parfois on peut s'en mêler un petit peu les pinceaux, et là c'est parfois plus simple de venir cliquer sur l'axe directement. On a ensuite la possibilité de faire la même chose, c'est si je fais Shift, bouton du milieu, je peux sélectionner l'axe que je ne souhaite pas avoir. Donc là ici je sélectionne l'axe Z par exemple, je lâche le bouton du milieu, et maintenant je peux me déplacer dans l'axe XY. Voilà, c'est pas. Là par contre, c'est pas forcément super pratique et on utilisera plutôt les raccourcis. Mais c'est possible également. Et ce que vous allez souvent faire, c'est vous mettre par exemple en vue de dessus, faire G, et là vous savez que de toute façon vous êtes en train de contraindre l'objet en X et en Y qui ne va pas se déplacer en Z, vu qu'on est en vue de dessus. Donc voilà pour les fonctionnements. Donc maintenant, vous pouvez déplacer vos objets un petit peu dans tous les sens. Voilà, je peux vraiment le mettre où je veux. Je peux ici venir le replacer au centre de ma scène. Vous allez pouvoir comme ça facilement déplacer vos objets. Si vous avez déplacé des objets un peu trop et que vous êtes un peu perdu, ou là par exemple pour les cours qu'on est en train de faire là, vous avez besoin de remettre votre cube au centre de la scène, on a un raccourci qui est Alt-G. Donc G pour se déplacer et Alt-G pour annuler les déplacements. Si je fais Alt-G, mon cube va se remettre à sa position 0, 0. Donc c'est-à-dire que le centre, le point de pivot du cube, ou de l'objet que vous avez sélectionné, va venir se remettre au centre de la scène. Alors tous ces déplacements, avant de passer à la suite aux rotations, etc., tous ces déplacements, vous allez pouvoir aussi les voir de manière numérique. Vous vous souvenez que quand on a vu l'interface, je vous avais dit on a un panneau ici sur la droite qu'on peut activer avec le raccourci N, en venant l'ouvrir avec la petite flèche qui est ici. Par défaut, ce menu-là est en mode item, si vous sélectionnez un objet. Alors attention, parce que ce qu'il y a ici peut dépendre des objets. Bon, normalement, si c'est dans la scène, vous devriez avoir ce qu'on appelle un transform, c'est-à-dire un emplacement des rotations et des scales. Donc là, ici, moi ici, si je sélectionne un cube, vous voyez que j'ai bien un transform. Donc ça, c'est la partie qui va gérer, on va dire, la position dans l'espace de vos objets. Et vous voyez que pour l'instant, mon cube, il me dit que en location, je suis à 0 partout, en rotation, je suis à 0 partout, et en scale, je suis à 1 partout. Donc ça, c'est tout simplement les coordonnées numériques de l'emplacement de votre cube. Le fait qu'il soit à 0 partout, c'est parce que mon cube est au centre. Si maintenant, je le déplace en Y, vous voyez que maintenant, il me dit que mon cube est à moins 7 mètres. L'axe Y positif est vers la droite, donc ici je suis à moins 7 mètres sur l'axe Y. Si maintenant je me déplace en X, ici je suis à moins 6 mètres en X, et si je me déplace en Z, je suis à 4 mètres en Z. Donc là vous avez vos déplacements, et vous pouvez aussi venir mettre des valeurs numériques. Donc si ici je lui dis je veux être à 0 en X et en Y, par contre il faut que je clique dessus, sinon il m'active la caméra, et que je veux être à 8 mètres de haut, hein, j'ai un cube qui se trouve pile au centre en XY, mais avec 8 mètres en hauteur. Ça, vous pouvez tout à fait venir mettre des valeurs numériques ici, et ce sont des valeurs qu'on appelle flottantes, donc on peut mettre des nombres à virgule, je sais pas, 0,101, ça fonctionne tout à fait, il va être capable de le déplacer. Donc ici, ce que je fais, c'est si vous vous déplacez et que vous faites Alt-G, en fait, lui, tout ce qu'il fait, c'est remettre ici les valeurs de location à 0. Alors maintenant qu'on a vu les déplacements, on va regarder un petit peu les rotations. Alors si je sélectionne, vous allez voir que c'est le même système, maintenant que ce soit pour les rotations ou le scale, ça sera, si vous avez compris les déplacements, c'est exactement la même chose ici. Donc vous avez soit la possibilité de venir activer l'outil Rotate, qui va vous mettre un gizmo, alors là qui cette fois-ci est un peu différent, où on a des cercles, mais c'est le même fonctionnement, hein. Donc en gros si je clique sur le cercle rouge, je vais tourner en X, le cercle vert, je vais tourner en Y, et le cercle bleu, je vais tourner en Z.
Maintenant, bien faire attention que... Alors vous allez voir, si je regarde les valeurs numériques qui sont ici, qui sont normalement les rotations, alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout remettre à 0. Si je tourne en X, vous voyez que j'ai bien que l'axe X qui vient se déplacer. Si je tourne ici en Y, j'ai bien que l'axe Y qui va changer. Si maintenant je tourne l'axe Z, j'ai bien que l'axe Z qui change. Et si maintenant je refais l'axe X, vous voyez que mes valeurs sont en train de faire n'importe quoi ici. Donc, tout est en train de changer un petit peu. Alors si je fais Z, c'est même... si je fais Y, c'est même encore pire. Donc voilà, vous voyez que tout va changer. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais sachez que pour l'instant, on est en mode de rotation Euler, c'est-à-dire que lui, il va cumuler les 3 rotations pour donner l'orientation à votre cube. Et ce qui se passe, c'est que Blender va automatiquement recalculer ses valeurs de rotation pour que visuellement votre cube soit tel que vous le vouliez. Il va s'arranger en fait pour que ces valeurs-là donnent bien l'orientation visuelle que vous vouliez à votre cube. Donc vous inquiétez pas, il va forcément ici changer ça. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas totalement vous baser là-dessus pour faire vos rotations, parce que si vous utilisez un moment les rotations dans la scène, et pas uniquement en rentrant des valeurs numériques ici, elles risquent à tout moment de changer, en tout cas par rapport au fonctionnement de l'air. Donc ça, on y reviendra en détail quand on fera les animations. Là, ici, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal que quand vous tournez, ben, plusieurs valeurs ici changent au niveau des rotations. Alors, de la même manière qu'on avait Alt-G pour remettre les rotations à 0, ben, on va utiliser le raccourci de rotation. Donc, le raccourci de rotation, c'est R. Donc, R comme rotate. Là, pour le coup, c'est logique. Donc si je fais R, je rentre en mode de rotation. Si je fais Alt R, je remets mon cube en 0. Il a enlevé toutes les rotations. Donc si je fais R, je rentre en rotation. Si je fais, une fois que je suis en mode rotation X, il va tourner que dans l'axe X. Si je fais Y, il tourne dans l'axe Y, etc., etc. Donc ça, c'est exactement le même système. Alors, si je fais Shift X, bah, vous vous rendez bien compte que au niveau des rotations, il va tourner autour de l'axe X. Alors je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il s'embête à nous afficher les deux autres axes, vu que de toute façon, il n'est pas capable de tourner dans plusieurs axes en même temps. Donc là, le fait de tourner dans plusieurs axes, ça ne fonctionnera pas. Si maintenant je fais R et que j'utilise le bouton du milieu de la souris, encore une fois, c'est exactement le même système que pour les déplacements. Je peux sélectionner un axe avec le bouton du milieu, je lâche le bouton du milieu, et maintenant mon objet est contraint à cet axe-là. Donc ça, c'est le même principe que pour les déplacements, rien de différent. Le dernier mode, c'est le scale. Donc ça, c'est pour agrandir et rétrécir nos objets. Si je fais S, le raccourci c'est S. On a aussi le gizmo, je vais quand même vous le montrer. Donc le gizmo ici, vous voyez, c'est des petits carrés. Donc ici, je peux utiliser un axe pour faire ce qu'on appelle des scales non proportionnels. Mon objet ne va pas garder ses proportions. Ici, j'ai fait CTRL Z pour annuler l'action que je venais faire. Ça, CTRL Z, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est un peu comme dans tous les logiciels. Si vous utilisez le petit rond blanc, ça vous permet de faire cette fois-ci un scale proportionnel qui va garder les proportions de votre objet. Le disque extérieur est le même que celui intérieur, hein, donc il n'y a pas de différence. Ou en tout cas, pas que je sache. Donc vous allez pouvoir comme ça mettre à l'échelle vos objets. Donc encore une fois, vous pouvez sinon rester en mode Select et faire S pour passer en mode Scale. Donc là, en faisant S, vous êtes de base en mode proportionnel, qui va agrandir votre objet. Vous voyez qu'ici, si je fais ça, si vous regardez ici, vous voyez que le Scale a eu des valeurs maintenant, c'est tous les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il a changé tous les axes en même temps. Pour info, au niveau des axes ici, le scale 1 correspond à la taille de départ de votre objet, donc c'est 100% de sa taille, on va dire. Si vous êtes à 0, votre objet sera plus visible. Alors je pense que je ne pourrais pas aller vraiment jusqu'à la 0, mais voilà, donc vous êtes ici à 0, vous voyez que mon objet a totalement disparu. Si maintenant je mets 2,
si par exemple numériquement je viens mettre 2, 2, 2, bah, j'ai un objet qui fait 2 fois la taille de départ. Mon cube faisait 2 mètres sur 2 mètres à la base, bah, maintenant il en fait 4, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a un dernier paramètre ici que vous voyez en dessous, qui sont les dimensions de votre objet. Alors attention que ces dimensions sont en fait une sorte de mode de scale un petit peu particulier, c'est-à-dire que si je change ces dimensions, si je disais, ah par exemple j'ai envie d'avoir un cube de 8 mètres en X, en fait lui ce qu'il a changé c'est le scale, hein. Donc c'est juste un raccourci on va dire pour vous vraiment vous donner la taille de votre objet, mais si vous changez les dimensions, lui ce qu'il va faire en fait c'est changer le scale. Le scale va quand même se modifier. Donc au niveau du scale, je peux faire Alt S pour le remettre à 100% de sa taille. Et donc si je fais S et que ensuite je fais X, je peux scaler dans un axe particulier, Y, Z. Bon, voilà, ça c'est exactement encore une fois le même système, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le bouton du milieu de la souris fonctionne également pour sélectionner un axe. Clic gauche pour valider ou clic droit pour annuler. Donc voilà pour les modes de déplacement d'objets. Alors on a un dernier gizmo qui est le transform, qui est en fait tout simplement une accumulation de tous les gizmos. Donc il vous permet de déplacer, tourner et mettre à l'échelle votre objet directement. Où là on a des choses différentes, parce qu'il me semble que voilà, le rond extérieur va tourner l'objet, celui intérieur va permettre de déplacer l'objet, et je ne sais je crois qu'il y a aussi un mode pour avoir le scale. Je ne sais plus exactement. C'est vous dire à quel point je l'utilise souvent. Donc voilà, enfin en tout cas, vous pouvez utiliser ce gizmo-là si ça vous arrange d'avoir tous les modes en même temps. C'est pas forcément ce que je vous conseille, clairement les raccourcis vont plus vite pour passer de l'un à l'autre que d'utiliser les gizmos, mais voilà, si vous êtes plus à l'aise avec les gizmos, rien ne vous empêche de les utiliser. Donc ici, je vais tout remettre à zéro, donc en faisant Alt-G, Alt-R, Alt-S. Donc il a tout bien remis ici. Et on va regarder ici les problèmes qu'on peut avoir quand on va manipuler nos objets, notamment au niveau du scale et des rotations. Alors, ici, je vais tourner mon objet. Donc ici, j'ai fait un déplacement de mon objet, et je vais me mettre en mode déplacement. Donc là, vous voyez que, comme on l'a vu tout à l'heure, je peux demander de suivre un axe. Ici, si je fais G et X, il va déplacer mon objet dans l'axe X, si je fais Y dans l'axe Y, etc. Mais vous voyez que il utilise toujours les axes du monde, c'est-à-dire les axes globaux. Alors ça, on aura l'occasion d'y revenir parce que vous verrez, je peux vous faire un preview ici. Vous avez ici en haut la possibilité de changer euh, les types de déplacement. Alors on va pas voir ça en détail dans cette vidéo-là parce que là c'est quelque chose déjà d'un petit peu plus avancé. Mais je voulais quand même vous montrer que quand vous êtes en mode déplacement, si vous faites X et que vous rappuyez sur X, cette fois-ci, il va vous donner l'axe X en prenant en compte les rotations de l'objet. C'est ce qu'on appelle les axes locaux. Donc là, en fait, c'est comme s'il orientait les déplacements en fonction de la rotation de votre objet. Donc ça marche sur tous les axes. Je peux faire Y, Y, et à ce moment-là, s'il veut bien, voilà. Et il va passer en mode local, et Z. Alors là, une fois que je suis en mode local, normalement, je crois qu'il y reste. Donc c'est pour ça qu'ici, il me remet ça. Si je rappuie sur Z, là, il me met en mode déplacement libre. Si je refais Z, je repasse en mode global. Donc vous inquiétez pas, si vous appuyez plusieurs fois sur les axes, c'est normal que ça fasse ceci. Là où on va avoir un problème, c'est avec le scale. Parce que vous allez voir le fonctionnement. Si ici je fais un scale, et que j'ai envie d'avoir un scale en X, voilà ce que va faire mon objet. Vous voyez que c'est pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre. On penserait que l'objet va s'étirer. Donc là, malheureusement, c'est le fonctionnement de Blender. Les scales non proportionnels vont avoir tendance à vous donner ça. Alors on aurait un moyen de contrer cet effet-là en utilisant, en appliquant les rotations. Donc ça, on verra ça un peu plus tard. Je ne vais pas forcément ici vous expliquer aujourd'hui ça, mais ici, vous savez que si vous avez tourné votre objet, ça va être difficile de faire euh, des, des, des scales non proportionnels en utilisant les axes. Si par contre je fais XX, là à ce moment-là on passe en mode local, et donc
là vous voyez qu'il fait le scale en utilisant quelque part en annulant les rotations. Donc il va bien scaler l'objet tel qu'on le voudrait. Voilà, donc faire attention, c'est quand vous faites un scale, ça peut poser problème. Euh, alors j'avais pas forcément prévu de montrer ça ici, mais je vais peut-être le faire, ça sera au moins, ça vous permettra de régler ce problème-là. Donc ici on a vu que au niveau des axes, oh pardon, ça c'était pas voulu. Donc au niveau des axes, on a les déplacements, les rotations et le scale. Mais de temps en temps, on va avoir besoin de... donc là, vous voyez, j'ai des rotations. On va avoir besoin de lui dire, la position de l'objet tel qu'il est ici, c'est sa position normale. C'est-à-dire que je veux plus que ça soit considéré comme un objet qui a été tourné. Je veux considérer que, voilà, mon objet, il est comme ça par défaut, et ça, c'est sa rotation de base. Donc je voudrais que, ici, les rotations repassent à 0, mais en gardant le cube dans cette position-là. Alors pour faire ça, on va devoir appliquer les rotations. Pour appliquer les rotations, alors on peut aller soit dans le menu ici, Object, Apply, et là vous avez la liste de tout ce que vous pouvez appliquer. Alors pour l'instant, on va se limiter à ce qui est ici en haut. Vous avez le choix d'appliquer les déplacements, mais là vous voyez que mes déplacements pour l'instant sont à 0, donc on va pas faire ça. Les rotations, donc là moi c'est ce que je voudrais faire, on va le faire. Je vais cliquer sur rotation, et vous voyez que ici les rotations sont passées à 0. Donc c'est-à-dire que si maintenant je tournais mon objet et que je faisais Alt-G, Alt-R pour le remettre au centre, bah vous voyez que le Alt-R remet l'objet dans cette position-là, parce que maintenant c'est sa position normale. Et maintenant que j'ai plus de rotation, si je fais un scale non proportionnel en X, là il va bien avoir le scale tel qu'on l'aurait imaginé. Donc voilà comment on résout ce problème-là. Alors tant qu'on y est, ben, je vais faire les autres apply, en tout cas ceux qui sont communs. Pour le reste, on le fera un peu au fur et à mesure. Donc si vous avez déplacé votre objet et que vous l'avez rétréci, donc là vous voyez, je vais faire les trois, comme ça. Donc ici j'ai déplacé mon objet, je l'ai tourné et j'ai fait un scale. Si vous allez dans le menu ici apply, alors vous voyez que le raccourci c'est CTRL A. Donc si vous faites CTRL A, il vous ouvre ce menu-là. Ici. Alors, ça fait partie des raccourcis que je vous conseille de retenir, parce que vous allez l'utiliser très souvent. Donc vous avez le choix d'appliquer soit les déplacements, les rotations, le scale indépendamment. Donc là, il faudrait le faire 3 fois si je voulais tout appliquer. Ou alors, vous pouvez demander d'appliquer toutes les transformations en même temps, ou uniquement les rotations et le scale. Alors pourquoi on a ce paramètre-là qui est un peu en plus? Tout simplement parce que vous verrez que la plupart du temps, quand on a besoin d'appliquer les transformations, c'est surtout pour les rotations et le scale, et pas tellement pour les déplacements. Les déplacements, on est souvent content d'avoir les déplacements qui restent dans leur format actuel. Donc ici, si je fais CTRL-A, par exemple, rotation et scale, bah, vous voyez que maintenant, je peux faire Alt-G pour remettre mon objet au centre si je veux, mais là, il est considéré comme étant à 100% de sa taille, et à 0 en rotation. Donc voilà, au niveau des déplacements, un petit peu le fonctionnement. Donc tout ce qu'on a fait ici, sachez-le, ça sera utilisable en mode edit. Donc c'est le même fonctionnement quand vous voudrez déplacer des points. C'est utilisable avec les lampes. Donc ici, ce que je vais faire, c'est peut-être vous montrer ça. Donc là, j'ai ce qu'on appelle une point light, donc c'est l'équivalent d'une ampoule. Donc je peux la déplacer, cette ampoule. Je pourrais la tourner, mais ça n'aurait pas d'incidence. D'ailleurs, vous voyez que l'icône, c'est un petit cercle. Donc, si je la tourne, ça ne va rien changer. Si vous tournez une ampoule, elle va continuer d'éclairer de la même façon. Mais vous verrez par la suite que si, par exemple, ici, j'avais... donc dans les propriétés des lampes, je vais lui dire que c'est un soleil. Là, vous verrez que c'est le contraire. Je peux orienter mon soleil dans la direction que je veux. En revanche, le déplacer n'aura aucune incidence. Parce que par essence, le soleil est à l'infini, donc voilà. La position n'a pas d'intérêt. Et vous verrez on a certains types de lampes qui utilisent tout, enfin bon voilà. Au niveau des caméras, c'est un peu la même chose, je peux les déplacer. En revanche, le scale n'aura pas d'effet particulier, c'est juste, ça va avoir un effet sur le visuel ici de la caméra. Pareil hein, pour la lampe, ici le scale n'aura pas d'effet, sauf si on était dans une lampe particulière où là on a une surface qui va émettre de la lumière, où le scale peut avoir un intérêt quelconque, mais sinon le scale n'aura pas d'incidence.
Donc voilà, au niveau des déplacements et des rotations et du scale, alors il nous restera à voir le magnétisme et les changements de point de pivot et aussi gérer les différents types de transformation. Donc là pour l'instant on a vu global, local. Donc sachez-le, au niveau des déplacements, si vous venez cliquer ici, vous faites local. Euh, Par défaut, quand vous allez vous déplacer, si vous faites X, il doit vous mettre... oui, donc là forcément, il faut que je tourne mon objet. Si vous mettez en mode déplacement et que vous faites X, par défaut, il vous mettra en déplacement local. Bon, voilà. Donc là, on a vu en gros le global et local comme mode de déplacement. Vous voyez qu'il y en a plein d'autres. Donc ça sera... je ferai une vidéo spécialement pour tout ça. Pour les points de pivot, le mode ici et le magnétisme. Donc voilà, normalement, au niveau des déplacements, c'est bon. Si vous voulez voir et tester peut-être ces déplacements, bah, je vous conseille de faire des petits tests de création et de modification d'objets. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir aussi comment ajouter des nouveaux objets et comment dupliquer ceux existants. Comme ça vous permettra d'avoir plusieurs objets dans votre scène et déjà essayer de les manipuler. Donc ici, mon cube, comme il est un petit peu bizarre, que je l'ai remis à 0, voilà, j'aurais du mal à le remettre tel qu'il était au départ, je vais l'effacer. Pour l'effacer, soit je fais la touche supprime de votre clavier, si vous avez une touche supprime, je crois que c'est pas le cas sous Mac, sinon vous pouvez faire X, et à ce moment-là, il vous demande est-ce que vous êtes sûr, donc je fais OK. Donc là, j'ai effacé mon cube, il n'apparaît plus dans l'outliner, et on va en remettre un. Je vais en rajouter un nouveau, donc je vais faire Shift A. Donc Shift A vous ouvre le menu Add, qui est ici. C'est exactement le même menu, c'est juste que ça va plus vite de faire Shift A et d'avoir le menu qui se met sous la souris. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de types d'objets qu'on va pouvoir ajouter. Alors pour l'instant on va se limiter aux mèches, les autres on les fera au fur et à mesure quand on en aura besoin. Rien ne vous empêche ici de tester, hein, d'en ajouter pour voir à quoi ça ressemble, mais il y en a certains qui sont un peu bizarres, vous ne saurez pas trop à quoi ça peut servir, notamment, je sais pas, par exemple les irradiance volume ou les force field, bon voilà, ça n'aura pas d'intérêt particulier. Donc pour l'instant, ajoutez surtout des mèches, qui sont les objets polygonaux. Donc ici, si je demande d'ajouter un cube, il m'a bien ajouté un cube à ma scène, et il l'a mis au centre de la scène. Alors pourquoi il l'a mis au centre? Pas parce que, par défaut, il va mettre les objets au centre de la scène, mais parce qu'il va mettre les objets sur le curseur 3D. Le curseur 3D, c'est ce petit rond qui est ici. Je ne vais pas forcément vous l'expliquer en détail et vous donner toutes les possibilités par rapport à ce curseur 3D, mais je vais déjà vous expliquer, je dirais, la base. Le curseur 3D, vous avez la possibilité de le déplacer en faisant Shift, clic droit. Vous pouvez le mettre ailleurs dans votre scène. Comme son nom l'indique, il est en 3D, c'est-à-dire que vous pouvez le déplacer dans tous les axes. Contrairement, contrairement aux objets, c'est plus difficile de le déplacer dans un axe particulier. Donc vous avez soit en faisant Shift, clic droit, soit vous pouvez aussi cliquer ici sur le mode curseur, où là, avec le clic gauche maintenant, je vais déplacer mon curseur 3D. Vous pouvez vous mettre en vue de dessus et le déplacer en vue de dessus. Enfin voilà, là vous le déplacez un petit peu comme vous voulez. Vous voyez que par défaut, il va projeter le curseur 3D sur les surfaces qu'il rencontre. C'est-à-dire que si ici je clique là, ben, vous voyez qu'il est venu me positionner le curseur 3D sur mon cube. Donc il va essayer de projeter ça, mais il va aussi déplacer le curseur par rapport à la vue. Si maintenant je demande, alors on a d'autres possibilités, transform, ça va pas changer la manière dont il se déplace. En fait, ce que ça va changer, alors c'est difficile parce que je crois que je pourrais augmenter sa taille. Je regarde si j'ai moyen d'augmenter la taille du curseur. Je pense qu'il y a moyen, mais je ne sais plus exactement comment. Alors si vous voyez ici, le curseur 3D, il a une orientation. C'est-à-dire que là, pour l'instant, la croix est orientée par rapport à l'axe global parce que je me suis mis en transform. Si je mettais View, bah, vous voyez qu'ici, il s'est orienté par rapport à la vue quand je l'ai déplacé. Donc c'est juste parce que le curseur 3D a aussi une orientation en plus d'avoir un déplacement. Bon, voilà, pour l'instant, normalement, vous n'aurez pas forcément besoin, je vais laisser vue, qui était le mode par défaut, vous n'aurez pas forcément besoin de changer ça, mais
sachez que en utilisant l'outil ici curseur, vous pouvez changer l'orientation de votre curseur 3D. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Je vais juste vous remontrer comment le remettre au centre si jamais vous l'avez déplacé et que vous voulez le remettre au centre. Vous pouvez le remettre au centre en faisant Shift S et en restant appuyé. Ça va vous ouvrir un paille menu avec plein de fonctionnalités, donc il y en a d'autres qu'on verra par la suite, hein. Mais ici qui va me permettre de demander Cursor to World Origin. Donc ça, il va remettre, si maintenant je lâche, il va me remettre le curseur au centre de la scène. C'est-à-dire que les prochains objets que je vais créer vont se mettre là. Si maintenant j'avais envie de créer un objet et de le laisser là, je fais Shift A, je sais pas, je vais mettre une sphère par exemple, vous voyez qu'il m'a bien créé la sphère ici. Je peux déplacer mon curseur, venir mettre un cylindre, etc., etc. Si en revanche je voulais absolument que mon objet se crée au centre, il faudrait que je fasse Shift S, Cursor to World Origin, et ensuite ajouter mon objet. Donc ici vous avez plein d'objets maintenant que vous allez pouvoir manipuler. N'oubliez pas qu'en faisant Alt-G, Alt-R, Alt-S, ils se remettent au centre directement. Ok. Donc là maintenant on a plusieurs objets. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand vous allez créer un objet, alors je vais peut-être ici le mettre sur le côté pour qu'on voit bien. Si ici je crée un nouvel objet, je vais prendre un où il y aura quand même pas mal de paramètres, le torus par exemple. Tant que vous n'avez pas validé, que vous n'avez pas fait d'autres actions, c'est-à-dire que si ici je commence pas à le déplacer, à faire des choses dessus, quand je viens de le créer, le torus a un menu qui est apparu ici en bas à gauche du viewport 3D. Donc j'en avais brièvement parlé dans la vidéo des viewports, on avait parfois un menu ici. Si je clique ici sur la petite flèche, ce menu s'ouvre, et j'ai tous les paramètres de création du torus. Donc ici, je pourrais changer, par exemple, le nombre de segments que je veux, dans un sens et dans l'autre, le rayon de mon torus, le rayon interne, enfin voilà, donc vous allez pouvoir comme ça régler directement ici. Vous voyez, je peux faire des choses comme ça, je peux faire un pentagone. Donc vous avez comme ça toutes les options qui vont se mettre ici, et tant que vous faites pas d'autres actions, vous déplacez pas votre objet, il va garder ça. Donc ça, vous allez l'avoir sur plein d'objets, hein. Donc dès que vous créez un objet, si vous voulez regarder, si je fais un cylindre, voilà, vous avez par exemple ici le nombre de subdivisions du cylindre. Si j'en mets 4, je peux avoir au final un cube, enfin un rectangle. Ok. Ça peut parfois servir, voilà, et on a souvent besoin de régler ça avant d'aller plus loin, pour être sûr de ne pas avoir mis trop de points ou pas assez. Donc vous avez ici tous ces paramètres, ils sont accessibles. Alors ici, je vais redéplacer. Voilà. Donc là, on commence à avoir une belle collection d'objets, donc n'hésitez pas à faire des tests là-dessus et essayer de déplacer les objets, voir un peu ce que ça donne. Vous pouvez déjà, je sais pas, construire un petit château par exemple avec ces cubes. Là, ici, je vais tout effacer, je refais un cube, je vais le remettre en 0. Donc voilà, vous pouvez ici créer plusieurs cubes et les déplacer. Maintenant, je vous ai montré comment ajouter en utilisant ce menu-là, mais on a là aussi la possibilité de dupliquer des objets. Alors on a la possibilité de les dupliquer et de créer des instances. Alors je ne vais pas m'éterniser ici parce que les instances, on aura l'occasion d'y revenir, mais sachez que quand vous allez faire des copies de vos objets, vous allez les copier soit à faire des copies indépendantes, c'est-à-dire que si après vous modifiez la copie, ça n'aura aucune incidence sur l'original et inversement, soit vous allez pouvoir créer des instances. Alors je ne vais pas pouvoir vous montrer directement les instances parce que ça nécessite de rentrer en mode objet, mais je vais quand même vous montrer les deux raccourcis, que vous sachiez que ça existe, et on aura l'occasion d'en reparler. Donc pour faire une copie d'un objet, je vais utiliser Shift D. Shift D va créer une copie de l'objet et me mettre en mode déplacement. Vous voyez qu'ici, automatiquement, il m'a mis en mode déplacement. Je peux, avec le bouton du milieu de ma souris, lui demander de se déplacer que en X, et je clique pour valider. Si je refais Shift D, je peux créer une autre copie.
Si je sélectionne plusieurs objets et que je fais Shift D, il va me faire une copie des 3 objets ici en même temps. Voilà. Donc ici, je peux copier mes objets et faire tout un tas de choses comme ça par rapport à ça. Donc ça, c'est pour faire des copies indépendantes. Donc, je vais vous montrer ici si je devais à un moment modéliser. Alors, ça, on verra ça plus tard, hein. Ici, c'est juste pour vous montrer la différence entre les copies et les instances. Donc ici, vous voyez que mes copies sont indépendantes. Donc ça n'aura pas d'incidence. En revanche, si je sélectionne un cube, alors, tant qu'à faire, je vais le garder avec l'original. Donc ici, j'ai mon cube original. Plutôt que de faire Shift D, si je veux créer une instance, je vais faire Alt D. Visuellement, il n'y a aucune différence. Vous verrez pas de différence par rapport à une copie classique. La différence, vous allez la voir quand vous passerez en mode Edit et que vous modifierez votre objet. Vous voyez que tous les objets qui sont instancés et qui sont liés entre eux vont se modifier en même temps. Ça a un intérêt, si par exemple vous êtes en train de faire une rangée de lampadaires, vous aurez peut-être envie que tous les lampadaires soient dépendants les uns des autres, et que si vous changez la forme du premier, tous les lampadaires se modifient en même temps. Donc là, voilà, vous avez la possibilité de faire des instances en faisant Alt-D. Shift D copie et Alt-D instance. Voilà, ici on a vu comment déplacer et manipuler les objets et comment en créer ou les dupliquer. Donc dans la vidéo suivante, on va voir un peu plus précisément les axes, les points de pivot et le magnétisme. Donc ici les options un petit peu particulières de déplacement qu'on a pour nos objets ou pour les points quand on sera en mode edit.